Non. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, le tourisme à l'arrêt en Éthiopie. La pandémie de Covid-19 et le conflit au Tigré ont largement impacté ce secteur qui représente environ 10% du PIB du pays et plus de 2 millions d'emplois. Un monument chorégraphique et musical pour rendre hommage aux combattants congolais oubliés. Le chorégraphe et metteur en scène Faustin Ligné-Koula entre au Panthéon. Le fondateur des désormais célèbres studios Kabako vient nous parler notamment de son dernier spectacle intitulé Statue of Loss. En République démocratique du Congo, un plan audacieux pour sauver la forêt du bassin du Congo. La gestion de ce poumon de verdure est assurée par ses habitants. Lalibela, Aksum ou encore Gondar, ces sites magnifiques ont placé l'Éthiopie sur la carte du tourisme mondial. Mais ces derniers temps, la crise sanitaire du Covid-19 et la guerre au Tigré ont fait fuir les voyageurs. Les hôtels ont vu leur activité chuter de moitié et des milliers de professionnels, guides, cuisiniers ou encore chauffeurs se retrouvent au chômage. C'est un reportage de notre correspondante Maria Gers Niculescu. Desta n'a pas quitté la capitale éthiopienne depuis plus d'1 an. Avant, ce guide touristique sillonnait le pays, mais faute de clients, il a dû se reconvertir en chauffeur VTC. Ses revenus ont été divisés par 2. Maintenant, je ne conduis qu'en ville. Avant, je conduisais jusqu'à 700 km par jour avec les clients. Hors d'Addis Abeba, je voyais plein de choses. C'était très bien, mais maintenant, à cause du Covid et de la guerre au Tigré, nous sommes dans une situation très difficile. Avant la pandémie et ce conflit dans le nord du pays, le secteur du tourisme représentait environ 10% du PIB éthiopien. Au sein de cette agence touristique spécialisée dans les régions du nord, plus de 85% des employés se retrouvent désormais sans travail. Connu pour ses nombreux sites historiques, le Tigré était une des principales attractions pour les voyageurs. Au Tigré, vous avez les églises troglodytes vers la ville d'Auzen, plus de 80 églises anciennes, et la ville d'Aksum. Nous étions très occupés dans cette zone. Il y a bien un vol pour Mekele, mais les touristes restent bloqués là-bas. À Addis Abeba, les musées aussi sont longtemps restés vides à cause du coronavirus. En 2019, le musée national recensait jusqu'à 500 visiteurs par jour venus admirer le célèbre squelette de Lucie, vieux de 3,2 millions d'années. Nous avons dû fermer le musée pendant 1 an à cause de la pandémie de Covid. Nous l'avons rouvert il y a 3 mois et le nombre de visiteurs augmente. La semaine dernière, il y avait une centaine de visiteurs étrangers. L'Éthiopie figurait récemment sur la liste annuelle du National Geographic des pays à ne pas manquer. Si dans le Tigré, la situation reste critique, les acteurs touristiques espèrent que les nombreux autres sites sauront faire revenir les touristes. Il érige un monument éphémère dédié aux soldats congolais qui combattirent en Belgique contre les troupes allemandes enrôlées par la nation qui les avait asservis. Des hommes, mais aussi des femmes, plus de 250 000 personnes mobilisées pendant la Première Guerre mondiale et que les livres d'histoire ont oublié. Une performance en danse et en musique nommée Statue of Loss est signée du chorégraphe et metteur en scène Faustin Ligné-Koula. Bonjour Faustin Ligné-Koula. Bonjour. Alors, que raconte Statue of Loss, votre statue de la perte? J'ai voulu juste raconter une histoire qui dise que la Première Guerre mondiale, si on dit que c'est une guerre mondiale, c'est que ce n'était pas qu'une histoire d'Européens. Pour le cas du Congo, par exemple, puisqu'il y avait l'Allemagne qui avait des colonies sur le continent, et notamment la colonie du Tanganyika, aujourd'hui c'est la Tanzanie, il a fallu envoyer des troupes pour combattre les Allemands là-bas. Et pour ça, entre les soldats, les porteurs, les femmes qui ont été faites objets sexuels ou recrutées pour d'autres corvées, il y a eu plus de 250 000 Congolais directement impliqués dans les combats. Pouvoir évoquer leur nom était très important parce que très souvent quand on parle de notre histoire, nous sommes réduits à des chiffres, à des statistiques. Mais là, pouvoir dire qu'il y a eu Albert Koudiabo qui a été dans ce combat, il y a eu Paul Panda Farnana, ça rendait cette histoire concrète. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un camp pas loin de Berlin où les Allemands avaient réuni tous les prisonniers, qu'on pourrait dire, exotiques. Et parmi eux, Albert Koudiabo. Et c'est très vite devenu un centre de recherche
où des linguistes, des anthropologues, des ethnologues venaient étudier ces tribus exotiques. Et ils ont enregistré Albert Koudiabo, qui était un soldat congolais, et il parle en azandé, qui est une langue que je ne comprends pas. Mais pour moi, sa voix, c'est comme un cadeau d'outre-tombe qui met mon corps en mouvement. Et que signifie justement, selon vous, le fait de voir Statue of Loss entrer aujourd'hui au Panthéon face aux oublis historiques? Alors, c'est très émouvant. Donc, quand j'ai reçu cette invitation de Monuments Nationaux pour proposer quelque chose dans l'un des monuments, nous avons fait le tour et je me suis arrêté sur le Panthéon parce que mon travail est une confrontation constante avec l'histoire, essayer de clarifier l'histoire, comment on en est arrivé là. Et au Panthéon, justement, cette bâtisse, ce temple où la patrie française rend hommage à ces grands hommes, enfin, c'est écrit même sur le fronton, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Je me disais, ben voilà, tous ces oubliés de l'histoire, peut-être que c'est juste un espace pour aussi dire leur nom. Ce sera un monument éphémère, mais un monument quand même. Des noms que vous faites entrer au Panthéon. Cette pièce s'inscrit dans un contexte post-colonialiste. Ce thème inspire-t-il vos créations de manière générale? Oui, tout le temps. Parce que depuis que je me suis réveillé un jour de 97 et j'ai appris à la radio que je devais apprendre à appeler mon pays République démocratique du Congo, ce pays que jusque-là j'avais connu seulement comme République du Zaïre, ça m'a beaucoup perturbé parce que le nom, ce n'est pas innocent. Le nom, quand on regarde de près, on se rend compte que ça ouvre tout un réseau de relations. Un réseau de relations avec des espaces, des géographies, une histoire, des gens. Et devenir congolais n'était pas banal pour moi. Ça a voulu dire que je devais creuser un peu plus. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est quoi mon histoire? Qui suis-je? Et là, essayer ainsi de clarifier un avenir possible. C'est important pour vous de s'affranchir du regard colonial? Parce que pendant très longtemps, nous avons été définis par le regard colonial. Et on sait que tant que nous ne serons pas maîtres de notre propre image, ce ne sera pas possible même d'imaginer un avenir qui nous appartienne vraiment, parce que nous serons toujours esclaves de cet autre regard. Après, ça prend du temps à défaire ce regard, mais c'est un processus qui est excitant, surtout quand on commence à avoir des compagnons qui y croient aussi. Et donc chaque jour, je peux dire que je me sens de moins en moins seul. Et voilà, je ferai ma part et ceux qui viendront après continueront le chemin. Pour finir, est-ce que vous essayez de reconstruire et de transmettre une autre histoire du Congo à votre niveau? Oui, oui. Et le fait de travailler depuis le Congo, parce que cette histoire, ce n'est pas que ici, en France ou en Occident, qu'elle est ignorée. Même sur le continent, même dans mon propre pays, nous ne connaissons pas notre propre histoire. Et donc, travailler au Congo, travailler notamment avec des jeunes, c'est vraiment une manière de créer cet espace où nous pouvons nous regarder et ainsi imaginer des futurs possibles pour nous. Merci beaucoup, Faustin Ligné-Koula, d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et le troisième plus gros diamant du monde découvert au Botswana, il fait 1098 carats. La pierre est ici montrée au président Mokwitsi Masisi. La valorisation précise de ce diamant est attendue dans les semaines à venir. La vente de pierres précieuses est l'une des principales sources de revenus du pays. Le secteur représente 90% des exportations. On retourne en RDC où se trouve la plus grande forêt tropicale d'Afrique, la forêt du bassin du Congo. Elle est menacée par la déforestation. Pour la sauver, les autorités ont eu l'idée de s'appuyer sur ses habitants. Ils leur ont confié la gestion de milliers d'hectares, une solution qui fonctionne. Reportage dans le village de Kala de Nicolas Bertrand et Marianne Guetti. Elle s'étend sur 6 pays d'Afrique centrale, tout le long du fleuve Congo. Un poumon de verdure, un écosystème unique. Dans cette forêt vivent des millions de personnes, des communautés isolées du reste du monde. Le gouvernement vient de donner à certaines de ces communautés le droit légal de posséder des milliers d'hectares de cette forêt.
gestion du bois, des plantes, elles organisent elles-mêmes leur propre fonctionnement. Maintenant, quand tu entres dans cette forêt, c'est chez nous, c'est notre forêt, c'est notre terre. Cela nous rend joyeux. Ici, il y a de l'oxygène pour respirer qui vient de ces arbres. Et tout ce qu'on mange vient d'ici, les champignons, les fruits. Avant, la forêt appartenait à l'État. Les communautés pouvaient être chassées à tout moment. Rien ni personne n'était en charge de la conservation des lieux. Pourtant, la forêt est vitale. Les habitants en tirent leur subsistance, mais aussi leurs médicaments. Vous prenez ça, vous mélangez. C'est de la pâte dentaire. Et puis vous le mettez dans les dents, là où ça fait mal, et ça nettoie la carie. Les villageois ont maintenant une mission. Cette forêt qu'ils ont reçue, ils doivent la protéger. Car elle est en danger. Déforestation massive, activités industrielles et chasse des espèces sauvages. C'est Jean-Christophe Bokika qui s'est battu depuis 20 ans pour obtenir ce droit. C'est chez moi, et ça c'est l'ancien village Nkala où je suis né. Les démarches sont compliquées et coûteuses. Il faut établir une carte précise de la forêt et soumettre un projet concret aux autorités. La zone de la conservation, c'est en bleu. Nkala s'est vu attribuer 410 hectares de forêt pour un village d'à peine 200 habitants. Au lieu qu'on nous impose des exploitants forestiers qui viennent de Kinshasa ou bien de la province, c'est nous-mêmes qui décidons. Cette partie de notre forêt, nous allons faire ça. C'est une grande avancée. Je suis fier aujourd'hui d'avoir fait obtenir cela. Le système fonctionne sur la quarantaine de forêts communautaires désormais enregistrées ici au Congo. La déforestation recule massivement. Les villageois prennent soin de cette nature qui est désormais la leur. Ici, à Nkala, la forêt gagne même du terrain sur des zones autrefois déboisées. C'est la fin de votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ce programme vous a été présenté par Connect, la super solution Internet en haut débit fixe par satellite. C'est super simple, super rapide et super partout. Connect, c'est super, non? Vas-y, monte un peu le son, hein, Colis. On s'est dit, si on achetait un camion, on le transformait en studio d'enregistrement et on amenait la musique vers les gens. Rap, danse, comédie musicale, l'équipe d'Urban Talent déniche depuis 10 ans les graines d'artistes de la ville de Fresnes, et ce jusqu'au pied des cités. Fresnes, du bitume et des talents, c'est dans Pas de quartier. Bienvenue à l'Urban Academy. Dans ce foutoir, il y a plein d'idées géniales qui sortent tous les jours, donc c'est cool. Pas de quartier, à voir sur France 24 et sur france24.com. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com.